Alors bonjour, à tout le monde, toutes et à tous. On vient d'ouvrir cette réunion qui sera enregistrée et retransmise après par la suite sur les plateformes YouTube. On a une chaîne YouTube dédiée à l'éco-conception et au programme régional BICOM en Nouvelle-Aquitaine. Donc vous allez retrouver, j'anticipe un petit peu déjà les éventuelles questions, mais vous allez pouvoir retrouver le replay de ce webinaire et puis on vous transmettra évidemment le support. On va Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite parce que le programme est assez dense et on a beaucoup de choses à voir sur ce webinaire. Les participants vont arriver au fur et à mesure. Je vois que le nombre monte. C'est un webinaire qui a attiré beaucoup de monde avec pas mal d'enjeux, je pense, d'actualité et d'enjeux réglementaires qui ont été aussi revus il y a quelques jours. Donc c'est un sujet intéressant et important qu'on a voulu vous proposer avec Edwina et avec les autres personnes qui sont présentes qui vont intervenir tout au long de ce webinaire. Je vais tout de suite commencer par, vous présenter, hein, le sujet d'aujourd'hui et les différents intervenants et les structures qu'on représente. Donc tout d'abord, je me présente de manière assez synthétique. Donc je suis Damien Delettra, je travaille dans une association régionale qui s'intitule Soltena. Je suis référent sur le volet de l'éco-conception, basé à Poitiers. Et dans le cadre des activités de Soltena en lien avec la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine, on anime pour le compte de la région et de l'ADEME un programme qui s'intitule BICOM, donc qui vise à orienter et à aider toutes les entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine autour de leurs projets d'éco-conception et qui peuvent ensuite bénéficier ou demander, solliciter des aides publiques hein, portées par la région, l'ADEME et puis BPI France. Donc, dans le cadre de ce programme régional BICOM, on essaye de proposer un certain nombre d'animations qui visent à sensibiliser les entreprises et les acteurs sur le sujet de l'éco-conception. Donc aujourd'hui, cela en fait partie, évidemment. Et puis pour découler de cette partie sensibilisation et recherche de projets, on identifie, on essaye de vous aider, de vous orienter dans les dispositifs d'aide et dans le suivi de vos projets. Et puis évidemment, l'idée de ce programme régional, c'est de valoriser les entreprises, les projets, les réussites autour de l'éco-conception. Donc c'est ce qu'on essaye aussi de mener avec ce programme régional et avec les différents partenaires, la plateforme Recita et la CCI Nouvelle-Aquitaine. Je ne vais pas en dire plus sur ce programme régional, on aura l'occasion d'y revenir à la fin de ce webinaire. Et puisqu'on a beaucoup de choses, je propose de passer tout de suite la parole à Edwina. Alors, Damien, il Merci y a un beaucoup, petit Damien. souci. Il y a un On a, oui, message dans la conversation qui dit qu'il n'y a rien qui s'affiche Ah, pour les excusez-moi. participants. Alors, excusez-moi, excusez-moi. si tout le monde entend, je vais peut-être prendre la suite pour ne pas perdre Oui, du temps. Ah, alors il y a Je d'autres vois la messages qui disent que présentation. ça Voilà, s'affiche bien. on dirait que ok. ça s'affiche. Bonjour Ah, à toutes et à tous. Edwina Milan, ADI Nouvelle-Aquitaine. L'ADI Nouvelle-Aquitaine, c'est l'Agence de développement et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes financés par le Conseil régional et par l'Europe et nous intervenons sur les projets de développement et d'innovation, à la fois au service des entreprises, des filières et des territoires. Si tu veux passer, peut-être Damien, ou est-ce que moi je peux? C'est bon. Juste pour faire très court, les sujets que nous animons autour des transitions sociétales, environnementales, énergétiques, numériques, évidemment des entreprises qui font l'objet d'importants sujets stratégiques, portent sur voilà, santé, tourisme, sport, textile et mode durable depuis 2003 au niveau de l'agence. Et puis les transformations numériques, voilà, que tout le monde connaît avec l'intelligence artificielle, la sécurité, la cybersécurité, et puis les sujets que vous voyez indiqués, et notamment la région Nouvelle-Aquitaine ayant un front atlantique très très important. Bien évidemment, nos actions portent également sur le volet énergie renouvelable, stockage, énergie, mobilité douce et tout ce qui permet peut-être une industrie beaucoup plus vertueuse et le plus rapidement possible. On va pouvoir enchaîner si tu veux, Damien. Merci bien. Très rapidement, la mission textile et mode durable en Nouvelle-Aquitaine, animée par ADI, est en place depuis fin 2002, début 2023. Elle a pour vraiment
3 actions phares pour animer cette filière. Sans oublier qu'il y a forcément et bien entendu des acteurs qui sont déjà en place depuis des très nombreuses années. Je pense au cluster Réseau Laine, Réseau Cuir, Eurocima, les acteurs de la région également, Recita, Soltena. Il y a quand même des acteurs nombreux et très actifs sur le terrain. Là, l'action a porté vraiment plus particulièrement sur cette notion de durable. C'est le sujet du jour avec la mise en application de la loi AGEC en France. Et donc là, en collaboration avec les acteurs de l'écosystème, donc nous avons réalisé à ADI une cartographie des acteurs de la chaîne de valeur de la filière qui est disponible et accessible sur le site de l'agence. Je mettrai le lien dans le chat. Nous organisons des visites apprenantes, inspirantes pour les acteurs de l'écosystème régional afin de bien découvrir et faire connaissance et partager les visites d'entreprise et les initiatives qui sont portées par la région et des événements comme par exemple la quinzaine de la mode responsable qui s'est tenue en octobre dernier pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi des partenariats comme indiqué avec les clusters régionaux pour aller vers des collaborations toujours de plus en plus resserrées, renforcées pour le bien de l'écosystème des entreprises et sur les sujets qui nous concernent tous, impactant l'empreinte environnementale, la stratégie à revoir souvent des entreprises au niveau de leur stratégie RSE, les initiatives qui sont en place, encore une fois, et puis développer de nouvelles collaborations. J'ai vu dans la liste des inscrits que j'avais le plaisir de noter la présence de Tectera, les services de la région autour de l'économie circulaire, valorisation des déchets, Fashion Green Hub, je crois, voilà, qui sont des exemples de nouvelles collaborations, et la CRES. Puis juste dire que ADI Nouvelle-Aquitaine est membre du réseau européen Entreprise Europe Network, qui est le plus grand réseau européen financé par la Commission européenne pour intervenir au service des entreprises de toute taille et de toute structure pour aller vers des solutions d'innovation, de développement, de collaboration, de partenariat en lien avec les programmations de financement européen. Avec Damien, comme il a indiqué précédemment, dans le cadre de notre stratégie d'animation, nous organisons des ateliers, des webinaires thématiques depuis 2 ans maintenant. Ce webinaire du jour est le dernier du cycle 2024. Nous allons poursuivre en 2025 avec des nouveaux sujets, comme par exemple la REP textile sanitaire qui arrive, des alternatives sur les LASTAN, par exemple, des nouvelles matières, et notamment les appels à projets également qui arrivent dans le pipe en 2025 pour la possibilité d'aller chercher du financement européen sur les sujets de textile durable. Et comme aujourd'hui, le sujet des nouvelles réglementations qui va certainement revenir régulièrement à l'ordre du jour au gré des évolutions et des incertitudes qui se profilent. Vous dire peut-être juste rapidement également que nous travaillons également sur des sujets, des réflexions en cours sur des sujets comme le recyclage matière, comme par exemple le cuir, des solutions de valorisation de linge plat, les bourres de sèche-linge et d'autres matières aujourd'hui qui ne sont pas valorisées. Et puis une étude d'opportunité qui est en cours pour un projet de matériothèque en Nouvelle-Aquitaine qui permettrait de faire connaître les solutions de matières premières ou de matériaux durables et biosourcés en Nouvelle-Aquitaine qui sont au service des entreprises qui pourraient peut-être revoir potentiellement leur stratégie d'approvisionnement de matières premières. Voilà, j'arrête de parler là parce que le temps passe très vite. Donc, Damien l'a indiqué, le programme que nous vous présentons aujourd'hui, et nous allons commencer tout de suite avec Damien Deltrès pour Soltena, qui va évoquer l'éco-conception dans la filière textile, et puis une petite quinzaine de minutes qui sera rapidement suivie par le sujet de l'affichage environnemental textile, également une vingtaine de minutes. Nous vous proposons de garder un petit temps d'échange à l'issue de chaque présentation, questions-réponses,
en levant la main, s'il vous plaît, en mettant des questions dans le chat. Et puis ensuite, nous poursuivrons avec la présentation des intervenants qui vont suivre pour faciliter la compréhension. Je vous remercie et Damien, c'est à toi. Oui, merci Edwina. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le support sera mis en ligne sur YouTube et puis vous aurez également la version PDF de ce qu'on va vous présenter qui vous sera envoyée. En regardant le timing, je vois qu'on n'est pas du tout sur ce qu'on avait prévu pour finir à 12h30. Donc, ne vous inquiétez pas, les temps indiqués ont été un petit peu revus entre-temps, mais ils n'ont pas été modifiés ici. Alors, je vais essayer de faire rapide, hein, repréciser un petit peu de quoi on parle quand on va parler d'éco-conception et de filière textile. Quelques notions et quelques définitions. La première étant sur l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, on est sur la partie droite de la slide, c'est-à-dire qu'on va parler de produit. Un produit, un bien matériel ou un service qui est une démarche évidemment complémentaire aux approches organismes, hein, les approches de RSE, de certification peut-être ISO 14001 ou qualité. Nous, on est vraiment sur la vision, le produit au sens du bien matériel. Et quand on l'applique à la filière textile, on va parler par exemple de t-shirts, de chaussures, de vestes, etc., etc. Quand on parle d'éco-conception, la deuxième notion qui intervient, et que là on a précisé avec avec un visuel du pôle éco-conception, c'est d'avoir la vision du cycle de vie. Donc quand on a plus spécifiquement un vêtement, le cycle de vie qui va intervenir va être présent de cette façon-là. On est sur les parties bleues tout en haut, c'est-à-dire qu'on va avoir des fibres qui vont être soit d'origine pétrochimique, donc qui nécessitent d'extraire du pétrole, qui vont être ensuite transformées pour faire du fil. Donc, et ensuite être filé pour faire des étoffes, tissées ou tricotées. En parallèle de ça, donc tout en haut à gauche, vous avez aussi les catégories de fibres qui vont être les fibres végétales, donc qui vont nécessiter une étape de culture. Donc on va parler potentiellement de coton, par exemple, de chanvre, de lin, donc qui eux vont potentiellement nécessiter plutôt des étapes agricoles, hein, donc des consommations d'eau, des opérations peut-être de tracteurs, de semis, de récolte, et ensuite de traitement des fibres pour les transformer en fils et vont rejoindre la partie filature. Donc, dans ces étapes-là, on va aussi pouvoir ajouter, mélanger différentes fibres, hein, c'est ce qu'on verra un peu dans les stratégies d'éco-conception. Voilà, un certain nombre de vêtements peuvent être composés de fibres à la fois végétales et à la fois pétrosourcées, par exemple, ou d'autres liants qui peuvent être ajoutés pour apporter des propriétés comme l'élastane, comme Edwina l'a précisé. Donc ensuite, on va passer sur une étape de tricotage, de tissage, d'ennoblissement, donc qui vont nous permettre d'apporter un certain nombre de caractéristiques, de teinture potentiellement aussi du produit et du textile. Suite à ça, des opérations de découpe qui généralement aussi vont générer des chutes, vont consommer de l'énergie. Notre vêtement va aussi généralement aussi, c'est un peu des grandes tendances ou des grandes actions autour du cycle de vie, mais on va avoir des éléments annexes qui vont intervenir, hein. Là, on a des visuels avec des boutons, des fermetures éclairs, donc qui eux-mêmes vont être composés de différentes matières et avoir subi différentes opérations de transformation. Notre produit textile va ensuite être emballé. Donc là aussi, différentes solutions d'emballage s'offrent aux entreprises pour pouvoir vendre le produit, le distribuer. Une opération de transport, de stockage, un lieu de vente, donc qui peut être en ligne, en magasin et en e-commerce, évidemment. Et puis ensuite, une phase qui est relativement importante que vous retrouvez en bas à gauche, qui est la phase d'utilisation et d'entretien du vêtement. Donc là, en l'occurrence, vous allez généralement pouvoir utiliser, enfin, ça va nécessiter souvent de la consommation peut-être de lessive, d'eau, hein, évidemment de lessive, d'eau, d'énergie, potentiellement du séchage, du repassage et autres produits. Donc là, cette phase-là, on la détaillera un petit peu plus par la suite. Et puis un jour ou l'autre, notre textile va arriver en fin de vie. Donc évidemment, différentes stratégies aussi qu'on verra dans les stratégies d'éco-conception pour essayer de faire durer le plus longtemps possible, de le faire réparer, de faire de l'upcycling aussi, vont rentrer dans des stratégies d'éco-conception en lien avec le cycle de vie, d'augmentation de la durée de vie de notre produit. Néanmoins, à partir d'un moment donné, notre textile va être collecté, trié pour différentes solutions. Le réemploi, on le retrouve par ailleurs, de la valorisation énergétique, de l'enfouissement ou de recyclage. Et dans l'idéal, voilà, ce recyclage peut être ensuite potentiellement réutilisé pour faire de nouveaux vêtements.
Donc ça, c'est la notion de cycle de vie. Et enfin, troisième grande notion importante quand on parle d'éco-conception, c'est la notion d'impact environnementaux et d'indicateurs environnementaux. Donc dans la filière textile, on va faire relativement simple et aller rapidement sur la partie qui aussi potentiellement peut vous intéresser aujourd'hui, sur l'affichage environnemental. On a repris globalement ce qui existe au niveau européen, à savoir le PEF, qui commence à être la méthode, enfin, ça fait maintenant un certain nombre de temps que c'est le cas, mais en tout cas dans la filière textile qui fait foi, hein, pour mesurer les impacts environnementaux de produits. Donc on a 16 indicateurs qui sont mesurés, qui sont évalués, évidemment avec des degrés d'incertitude qui peuvent varier, des unités qui sont aussi différentes les unes entre les autres, mais on va parler de changement climatique avec le CO2 équivalent. On va parler de consommation d'eau, de consommation de ressources naturelles, avec 3 indicateurs qui sont concernés, et puis des dommages, soit sur la santé humaine, soit sur les écosystèmes, avec différents indicateurs qui sont renseignés. L'idée de ces indicateurs-là et de cette vision cycle de vie, ça va être d'éviter ce qu'on appelle les transferts d'impact, c'est-à-dire quand on va faire des choix sur une ou plusieurs étapes du cycle de vie, on va essayer de vérifier qu'on ne dégrade pas au global, hein. Évidemment, ça va être relativement compliqué de cocher toutes les cases en termes d'amélioration environnementale. Donc, de vérifier que ce transfert d'impact entre différents choix va être pertinente, je dirais, avec un impact plus faible au global. Donc, des choix peuvent être portés pour dissocier, enfin, pour avoir des stratégies entre privilégier tel ou tel matériau, telle ou telle solution, telle ou telle stratégie vont potentiellement dégrader certaines étapes et éventuellement en améliorer d'autres. Donc, en éco-conception, on va essayer de maîtriser ces transferts d'impact au maximum. Donc voilà, comparer du coton avec du polyester, par exemple, ou des stratégies d'éco-conception autour de nos produits. Donc pour finir, en synthèse, hein, j'essaie de faire rapidement les grands principes de l'éco-conception, mais c'est des choses qu'on a déjà vues aussi par ailleurs sur des anciens webinaires ou sur des webinaires des différents partenaires qui sont présents aussi aujourd'hui. Et globalement, en synthèse, quand on va parler d'éco-conception, outre notre vision cycle de vie, notre vision produit et la notion d'impact environnemental, les grands points clés vont être évidemment de faire des choix éclairés, de faire évidemment des arbitrages et de trouver les meilleurs compromis possibles, hein, entre la dimension environnementale, la dimension économique, la dimension technique évidemment de nos produits. Ça va être de s'améliorer. Donc, y a pas, on peut toujours trouver des leviers d'amélioration. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi au niveau de l'éco-conception. On est toujours en recherche de solutions. Un point important, et d'autant plus dans la filière textile, quand on fait de l'éco-conception, on essaie d'anticiper ou de regarder ce qui existe au niveau réglementaire. Et la filière textile fait aussi partie des pionnières sur ces notions d'affichage environnemental au niveau français et puis avec d'autres enjeux qu'on va voir par la suite au niveau européen. L'idée aussi de l'éco-conception, outre peut-être les points, les pressions qu'on peut y avoir, c'est quand même d'apporter un nouveau regard, hein, sur son offre, sur son produit, d'identifier des leviers sur de la réparation, sur le choix de matériaux, sur de l'expérimentation, pour évidemment proposer des services ou des offres qui peuvent être euh, plus performantes, je dirais, à ce sujet-là, sur cette vision globale. Ce qui est intéressant, on y reviendra tout à l'heure aussi quand on parle d'éco-conception, c'est vraiment une démarche, hein, c'est itérative. J'ai repris un visuel qui est proposé par l'ADEME. C'est quand on veut mener sa démarche d'éco-conception. La première étape, ça va être d'évaluer. On va voir un petit peu juste après des outils qui peuvent le permettre. Ensuite, de s'améliorer, donc d'identifier des leviers, des stratégies. Juste en dessous, on y reviendra à la fin de ce webinaire, mais je vous donne un petit peu en amont quelques leviers d'éco-conception dans la filière textile à travers une annexe dans un appel à projet dédié à la filière textile. Voilà, si on veut travailler sur les matières premières, il y a quelques actions de bon sens qui sont aussi précisées, qui permettent en tout cas si on les applique, normalement on ne se trompe pas trop en termes de stratégie d'éco-conception. Donc par exemple, si je veux travailler sur l'origine végétale de, mon- de mes, de mes matières, le coton sur la partie gauche sera plus impactante que le coton biologique, et plus j'avance vers la partie droite de mes lignes, moins l'impact environnemental sera important. Donc, par exemple, le coton recyclé est meilleur au niveau de son impact environnemental. Sur ces lignes-là, en termes de stratégie d'éco-conception, l'idée, c'est pas de comparer les lignes les unes entre les autres, c'est vraiment de rester sur une ligne, et plus on va vers la droite, moins l'impact environnemental sera important. Donc là, on ne va pas comparer des fibres végétales ou des fibres synthétiques. C'est une précision importante. Et puis en fin de démarche d'éco-conception, l'idée, ça va être de communiquer sur
l'intérêt et les bénéfices potentiellement environnementaux d'autres produits et de pouvoir les comparer entre sa gamme ou des produits concurrents. Voilà, ça je l'ai déjà précisé, hein, cette partie comparaison et stratégie d'éco-conception. Je vais tout de suite embrayer parce que le timing est quand même assez serré. On a beaucoup de choses à voir sur le contexte réglementaire qui a évolué, je dirais, assez récemment, même si la filière textile avait beaucoup anticipé ces sujets-là. On va parler d'affichage environnemental tout de suite. L'affichage environnemental, qu'est-ce que c'est? Il y avait un contexte au niveau franco-français, hein, qui était relativement important. Donc depuis 2020, la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a rajouté, je dirais, un certain nombre de filières REP notamment, qui a demandé aussi à ces filières REP d'établir principalement aussi des plans de prévention et d'éco-conception aux metteurs sur le marché. Donc évidemment, la filière textile en fait partie. Vous avez la loi climat et résilience aussi en 2021 qui a aussi engagé des actions, ou en tout cas qui avait mené la volonté de pouvoir mesurer et communiquer la performance environnementale des produits dans le secteur, dans différents secteurs, dont notamment l'habillement et la chaussure. Ce qui a été engagé, c'était il y a 2 ans, hein, finalement, il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été réalisées avec différents metteurs sur le marché, différents modes de communication, différents modes de calcul pour pouvoir justement voir ce qu'on pouvait faire, je dirais, pour retranscrire des indications environnementales sur le cycle de vie de notre produit. Donc, vous avez ici quelques visuels qui ont été faits par plusieurs acteurs qui sont aussi potentiellement présents aujourd'hui. Vous allez pouvoir éventuellement retrouver le détail de toutes ces expérimentations qui ont pu être faites par le passé. Mais en tout cas, voilà, il y a un contexte qui est quand même assez important et assez intéressant sur cette filière textile pour voir ce qui était possible de faire en termes de mesures, en termes d'impact environnemental et surtout en termes de méthodologie d'évaluation environnementale. Quoi qu'il en est, aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire qu'il y avait la volonté d'indiquer et de présenter sur un certain nombre de produits dans la filière textile et donc d'informer les clients sur l'impact environnemental du cycle de vie d'un vêtement. Alors, quand on parle d'impact environnemental, qu'est-ce que c'est? Ça va être 2 choses. Ça va être un chiffre, donc une valeur numérique, en l'occurrence en point d'impact. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la méthode PEF, qui avait 16 indicateurs environnementaux. Ce qu'on fait avec cette méthode-là, c'est qu'on va pouvoir afficher un score unique, donc agréger, pondérer ces 16 indicateurs environnementaux pour arriver à un score unique mesuré en points, ce qui permet d'avoir un degré d'incertitude qui augmente, enfin, qui est un peu plus élevé que si on mesure les scores de manière indépendante. Néanmoins, ça nous permet d'avoir un seul chiffre qui va potentiellement permettre de comparer les produits les uns entre les autres. Sur cet affichage environnemental, évidemment, on est toujours sur une analyse du cycle de vie. On parle des matières premières, des étapes de fabrication, de transformation qui interviennent dans notre produit. Son usage et sa fin de vie également sont pris en compte. Et on a l'approche multicritère avec les 16 critères environnementaux, mais là, en l'occurrence, un affichage qui vise à être simplifié pour avoir seulement un seul score. Pourquoi on fait ça? Il y a deux volontés, deux idées, hein, derrière cet affichage environnemental. Le premier, c'est évidemment d'inciter les clients et les utilisateurs à choisir des produits à plus faible impact environnemental. Là, en l'occurrence, plus le score d'impact, donc plus la valeur numérique est élevée, plus l'impact environnemental est important. On essaie d'inciter à avoir un score le plus faible possible. Et de manière complémentaire à cela, ça va être d'inciter les metteurs sur le marché, les fabricants, à faire de l'éco-conception finalement, donc à proposer des produits ou des services qui vont réduire cet impact environnemental. Donc, derrière l'affichage environnemental, il y a vraiment ces deux notions-là qui sont des points clés. Vous avez aussi en bas à gauche, alors c'était fait il y a quelques jours, hein, c'est assez frais, le système d'affichage qui devrait être, c'est toujours à mettre au conditionnel parce qu'il y a eu beaucoup de révisions, je dirais, politiques ces derniers jours. Néanmoins, là, on en est normalement à ce visuel-là qui devrait être affiché sur les produits pour indiquer l'impact environnemental des produits du vêtement. Alors, comment ce score est calculé? On va le voir tout de suite. La méthodologie est à la fois européenne avec un contexte aussi, un contexte français qui a été ajouté, notamment ces dernières années. Donc, pour mesurer ce score environnemental, là, les points de notre produit,
on a les 16 critères environnementaux qui sont pris en compte, donc qui reprennent le climat, la biodiversité, les ressources, les consommations d'eau que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc ça, c'est une méthode robuste hein, qui a été élaborée au niveau européen. Et la spécificité française a été d'ajouter quelques critères, quelques indicateurs supplémentaires. Donc notamment le fait d'utiliser un certain nombre de produits chimiques dans nos vêtements. Le fait que lorsque on va laver nos vêtements, ils vont libérer des microfibres de plastique, notamment. Et puis le fait que nos vêtements vont potentiellement pouvoir être exportés après utilisation, donc après collecte, sur des filières sur lesquelles on la maîtrise, ou en tout cas la connaissance peut être assez compliquée à faire pour les utilisateurs, les metteurs sur le marché. Donc, on ajoute ces critères de manière complémentaire dans la méthode et en parallèle de ça aussi, on ajoute un autre critère qui fait référence à la durabilité d'un vêtement. Alors, sur cette notion de durabilité, il y a aussi deux sous-critères qui sont indiqués. La durabilité physique que j'ai mis en petit en dessous. Donc là, c'est vraiment des travaux européens qui sont en cours de finalisation pour élaborer cela. Néanmoins, on a des critères qui vont faire référence à la durabilité qu'on appelle non physique, donc là qui vont être plutôt en lien avec ce que proposent les metteurs sur le marché, les marques, en termes de vêtements, avec trois critères. On va le voir tout à l'heure, hein, comment ils ont été élaborés et comment on peut avoir la précision, comment on peut savoir ce qu'il y a derrière, sur la méthodologie qui peut paraître un peu opaque potentiellement à ce niveau-là, hein, évidemment. Mais en tout cas, il y a des critères qui sont rajoutés sur la durabilité, donc à savoir comment mes produits textiles peuvent être plus facilement réparables. Donc là aussi, comme la durée de vie de notre vêtement et les matières qu'on a mis en place vont être faciles et possibles. Le fait qu'on va avoir une gamme de vêtements plus ou moins large, hein, donc là, c'était un petit peu tout ce qui était contre, je dirais, la fast fashion, d'avoir beaucoup, beaucoup de produits sur le marché, beaucoup de saisons, beaucoup de vêtements mis en vente avec bah, qui incite du coup aussi les clients à changer très rapidement de produits ou de surconsommer, justement. Donc ça, c'était une spécificité quand même française qui avait été mise. Et puis le fait de pouvoir ajouter ou d'être transparent hein, sur les étapes de fabrication. Donc là, c'est un peu comme un bonus qu'on va pouvoir retrouver. Donc si je connais la matière première et les étapes de filage, d'assemblage et de confection de mon vêtement, je vais ajouter ces critères-là dans la note et dans le score que je vais avoir en fin de cycle qui vont être communiqués aux clients. Donc ça, c'est des critères qui évidemment incitent les metteurs sur le marché à intégrer des actions évidemment d'éco-conception. Un point important, évidemment, tous les produits ne sont pas concernés dans cet affichage environnemental. On aura tout à l'heure le calendrier qui a été reprécisé récemment. Sur les produits qui sont concernés, évidemment, ce ne sont que des produits, je dirais, plutôt grand public qui sont concernés. Les vêtements neufs également, ou potentiellement ceux qui peuvent être issus d'une opération qu'on appelle de remanufacturage ou d'upcycling. Alors, les gammes de vêtements concernés sont sur la partie gauche, donc on va parler de box, alors c'est dans l'ordre alphabétique, hein. Les slips, boxers, caleçons, chaussettes, chemises, jeans, jupes, robes, maillots de bain, manteaux, vestes, pantalons, shorts, pulls et t-shirts polo. Donc ça, c'est tous les produits sur lesquels un affichage environnemental va être nécessaire, je dirais, enfin va être volontaire dans un premier temps, mais en tout cas, il y a tout un référentiel qui existe pour ces produits-là. Les produits qui actuellement ne sont pas concernés vont être les produits constitués de cuir, les produits de lingerie, les différents accessoires qu'on va retrouver aussi dans la filière habillement, hein, par exemple des casquettes, des bonnets, des chapeaux, etc. Les vêtements de sport ne sont pas concernés, ni les vêtements de travail, donc là on est plus sur des vêtements professionnels, ni les EPI qui pourraient aussi avoir des matériaux, des compositions, un cycle de vie similaire à ces vêtements-là, mais en tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas concernés dans le projet d'affichage environnemental. Néanmoins, c'est quand même des outils, hein, on va voir tout à l'heure, même si les produits ne sont pas concernés, si vous mettez sur le marché, c'est des vêtements de sport, des vêtements de travail ou des EPI ou des accessoires, la méthodologie qui est présente peut quand même constituer quelque chose de volontaire hein, pour vous, pour pouvoir déjà engager des stratégies d'éco-conception et mesurer des impacts environnementaux. Alors, j'avoue, je ne vois pas s'il y a forcément des questions ou des commentaires, hein. J'avance et puis on aura une phase de questions juste après. Sur les outils qui existent, il y en a un principal qui est mis à disposition, là, qui existe depuis un certain temps et maintenant qui est mis à jour assez régulièrement et qui est quand même assez robuste maintenant.
On est sur la version 2.7 d'ailleurs, il me semble, donc qui est éco-balise, donc qui est mis à disposition des entreprises, donc par l'ADEME, hein, donc c'est vraiment dédié aux produits textiles. Vous avez une capture d'écran ici. Donc globalement, c'est l'outil qui vise à répondre à cet enjeu réglementaire. Donc sur la partie gauche, là vous voyez, vous avez un exemple d'un produit, en l'occurrence un t-shirt en coton de 150 grammes qui est fabriqué en Chine avec, on a le critère fast fashion, donc le critère de la durabilité non physique devrait être un peu impacté sur ce produit-là, c'est un exemple. Et puis vous avez deux petits onglets, donc le mode réglementaire justement qui est la méthodologie qui permet de mesurer l'impact environnemental de notre produit. Donc on va renseigner. Donc là, c'est chaque metteur sur le marché pour l'ensemble des catégories de produits que j'ai présentés avant qui sont concernés, qui va renseigner le nombre de références pour ce produit-là, la valeur du prix, la durée de commercialisation, la taille de l'entreprise. Donc, on va renseigner de manière déclarative ces informations. Et puis ensuite, on va dérouler des phases qui vont être obligatoires. Et ensuite, alors, je ne vais pas forcément ouvrir l'outil, mais il y aura des étapes qui seront déjà pré-remplies sur lesquelles on ne va pas pouvoir agir, notamment les phases d'usage, les phases de fin de vie. Donc là, c'est des critères, des scénarios qui sont communs à tous les metteurs sur le marché. Et donc, on va faire varier un certain nombre de paramètres. Donc là, en l'occurrence, la matière première pour nos t-shirts, là, va faire varier sa composition avec un taux, une répartition massique entre du coton, par exemple, et du coton recyclé. On va pouvoir faire varier des valeurs par défaut. Donc là, en l'occurrence, par exemple, c'est du coton d'origine asiatique et du coton recyclé d'origine espagnole ou française. Donc ça vous donne à chaque fois des petits scores, des petits points que vous voyez. Il y a potentiellement, évidemment, le moyen d'avoir le détail en cliquant sur le petit point d'interrogation et vous allez voir un petit peu la méthodologie qui est associée. Donc à chaque fois, en fonction des critères qui vont être renseignés, il va y avoir entre guillemets, des bonus ou des malus qui vont faire varier le score d'impact environnemental et le coût environnemental de notre produit. On va pouvoir sauvegarder le produit et on va pouvoir ajouter ces produits. Donc ça va être un point important qui va être à faire pour chaque produit, hein. Ça peut être assez fastidieux sur ce type de simulateur. Ce qui est important, c'est qu'il est possible d'importer toute la méthodologie, je dirais toute la partie numérique pour les entreprises qui sont en mesure de pouvoir après utiliser les applications et les données, et automatiser évidemment, qui va être un enjeu important de cette partie de l'affichage environnemental. Donc là, on est dans le mode réglementaire, donc on fait varier un certain nombre de paramètres. On voit globalement que pour beaucoup de produits, ça aussi, c'est en termes de stratégie d'éco-conception, que l'impact environnemental de notre produit sur son cycle de vie, là, en l'occurrence notre t-shirt, va être principalement lié aux étapes, je dirais, de matière première et de transformation du produit, de ces matières en fil. Les étapes qui interviennent par la suite, notamment l'utilisation, alors là, dans ce cas-là, sont plus ou moins déjà définies, donc on ne peut pas les faire varier, mais elles sont plus faibles que les parties précédentes. Donc ça, c'était un exemple sur le mode réglementaire. Si on se connecte dans l'application Ecobalise, on a aussi la possibilité de pouvoir, là je vous ai fait une capture d'écran aussi, d'aller un peu plus loin dans les modélisations. Et donc on va pouvoir aller dans le mode, ce qui est appelé le mode exploratoire, où là on va pouvoir détailler plus de choses. Là j'ai fait la partie transformation par exemple. Donc sur la partie par exemple filature, on peut faire varier le lieu, le lieu de filature, le mode, le mix énergétique qui est utilisé, des éléments techniques hein, pour la filière textile, là en l'occurrence le titrage utilisé pour cette opération-là, et on peut le faire sur les étapes qui interviennent par la suite. Évidemment, dès l'instant où on va pouvoir se connecter sur cette plateforme-là, on va pouvoir aussi comparer des produits les uns entre les autres et d'exporter ensuite les résultats. Derrière ça, il y a un socle méthodologique qui est qui est intéressant, je dirais, à creuser, hein. Là, je vous ai mis aussi quelques exemples sur ce sujet-là. Donc, c'est le pendant de la plateforme Ecobalise qui est en lien, qui permet de manière open source et libre hein, de tout comprendre de ce qu'il y a derrière ce mode de calcul. Je vous ai mis quelques exemples là-dessus. Dès l'instant, on va avoir des critères, notamment l'upcycling, par exemple. Qu'est-ce que ça peut donner en termes de résultats si jamais on a des produits issus de l'upcycling. Je vous ai mis également comment est calculé les critères liés aux microfibres. Voilà, en fonction de la nature des fibres, vous avez des valeurs qui sont indiquées. Donc tout ça, on va pouvoir aller creuser si on est intéressé, si on veut faire de l'éco-conception dans nos produits, on va pouvoir avoir toutes les informations possibles.
C'est un des outils qui existent, on verra tout à l'heure. Il y en a également d'autres qui peuvent permettre de rentrer dans le contexte d'affichage environnemental. Les actualités. Donc là, il y a eu un arrêté qui a été fait récemment sur fin novembre, le 28 novembre dernier, sur les précisions. Alors, c'était juste quelques jours du changement du gouvernement, évidemment. J'ai pas forcément tout intégré là-dedans, mais l'arrêté est précisé de cette façon-là sur l'affichage environnemental dans la filière textile. Donc, dès l'instant où on a les catégories de vêtements qui ont été précisées par ailleurs, hein, tout ce qui va être t-shirt, coton, t-shirt, caleçon, jean, etc., etc. Qu'est-ce qui va être différent entre les produits? Donc, dès qu'on va avoir un coloris ou une composition différente, ça va faire une référence différente. Et donc, il va falloir faire ce calcul-là qu'on vient de voir sur la base notamment éco-balise. Par exemple, les paramètres qu'il va falloir prendre en compte, donc qu'on retrouve hein, évidemment dans la plateforme EcoBalise, ça va être le produit qu'on a, évidemment, si c'est un t-shirt, un jean, etc. On va renseigner la masse de notre produit, la nature des matières premières, donc coton, par exemple, polyester, leur répartition, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, d'où viennent, où est réalisée l'étape de tissage, l'étape d'ennoblissement ou d'impression et l'étape de confection. Donc ça, c'est 6 paramètres qui vont être obligatoires, qu'on va devoir renseigner dans la plateforme. Et puis ensuite, il y avait toute la partie optionnelle, hein, mais qu'on va pouvoir renseigner. Et là aussi, c'est un point important si jamais je fais de l'éco-conception où je propose des actions en lien avec ce qu'on va voir, hein, notamment de la réparation de nos produits. Si je connais les mêmes matières premières, d'où est-ce qu'elles proviennent, et si j'ai de l'impression qui est réalisée sur mon textile, et enfin, s'il y a du transport aérien qui intervient dans la distribution de mon produit ou dans l'approvisionnement de mes fibres. Donc ça, c'est des paramètres qui vont me permettre de réduire, je dirais, enfin, c'est un peu la finalité, de réduire l'impact environnemental et de pouvoir le communiquer aux clients. Sur le mode de communication, donc là, il y a 3 possibilités qui s'offrent aux metteurs sur le marché. Donc là, ça devrait être précisé par la suite. En tout cas, je vais devoir faire ce score final. Donc là, vous avez un exemple avec le 360 points d'impact. Donc, c'est ce format-là qui doit être précisé. Je vais devoir aussi renseigner sur une plateforme de mon produit, de mon offre. Bah, qu'est-ce que j'ai renseigné pour mon produit? Donc là, ça peut être assez compliqué, j'en conviens. C'est peut-être des questions qui vont intervenir, hein. Mais tous les paramètres que j'aurais renseignés, le particulier, ou en tout cas le client, doit pouvoir retrouver ce qu'il y a derrière ce score-là. Donc, il va falloir avoir vraiment un travail de transparence et qu'on verra aussi par la suite avec Maeva et Panchita sur les réglementations aussi européennes. Quelles données j'ai utilisées? Et puis tout ce qui va être en lien avec le produit et sa référence. Je vais pouvoir afficher cette information, le score environnemental, soit de manière directe, donc sur l'étiquette ou sur l'emballage, donc c'est un élément plutôt physique, soit le renvoyer vers un QR code, donc un affichage dématérialisé, donc sur une plateforme dédiée. Ça aussi, c'est des choses qui seront précisées normalement dans l'arrêté final, qui pour l'instant est en cours de définition. Donc dans l'arrêté, je pense que j'ai mis le lien par la suite. Vous avez aussi une précision sur tout le mode de calcul des indicateurs environnementaux et sur la pondération des différents critères que j'ai présentés tout à l'heure, hein, sur des critères de durabilité par exemple. On voit que la réparation, la largeur de gamme sont des critères qui sont plus pondérés par exemple que l'affichage en lien avec la traçabilité. Et donc, normalement, dès l'instant où l'arrêté sera en vigueur, donc là aussi il y a beaucoup de conditionnels, les entreprises doivent être assez réactives pour pouvoir appliquer les critères qui sont présents. Donc là, même si, on va le voir juste après, on est plutôt sur un affichage pour l'instant qui serait potentiellement volontaire, il y a quand même beaucoup de choses à intégrer et à réfléchir sur ce volet de transparence et d'affichage. Alors, sur les outils qui existent, qui sont à disposition des entreprises, il y en a un que j'ai présenté tout à l'heure, qui est EcoBalise, qui existe, qui est en libre accès, qui est gratuit, qui est intéressant puisqu'il est conforme à ce cadre réglementaire. Il est aussi intéressant parce que je peux importer toute la vision numérique, donc l'application derrière. Et puis, il y a 2 niveaux d'information qui sont importants, hein. Ça va être de pouvoir comparer des produits les uns entre les autres, donc de faire potentiellement de l'éco-conception. Et puis, il y a le mode exploratoire que je vous ai présenté un petit peu tout à l'heure, qui peut être aussi utilisé. Et donc, on va pouvoir faire varier des paramètres un peu plus spécifiquement. Il y a évidemment d'autres outils qui sont intéressants, alors là, j'en ai mis quelques-uns, j'en ai mis 5 qui sont spécifiques, qui peuvent être adaptés à la filière textile ou d'autres filières, hein, comme l'ameublement par exemple. J'ai repris ça dans un guide qui est intéressant, qui a été proposé par la CCI Grand Est, qui vous reprécise tous les outils d'éco-conception qui existent. Donc sur la filière textile, j'en ai représenté 5.
les points importants, il y en a peut-être potentiellement d'autres qui sont présents aussi ici sur les personnes. Ce qui est important quand on parle d'affichage environnemental et de transparence des données d'éco-conception, ça va être de pouvoir, je dirais, affiner un certain nombre de données, hein, de faire varier peut-être les qualités de fibres, de faire varier les étapes de transformation qu'on va avoir. Donc ça, c'est des outils qui permettent de le faire, donc d'optimiser ces résultats, peut-être de les automatiser aussi de manière plus spécifique. Donc ça, c'est vraiment ça qui est intéressant. Évidemment, ils sont conformes à l'enjeu, à l'obligation réglementaire, hein, d'affichage environnemental. Sur lesquels ils sont intéressants également, c'est qu'on va pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire varier plus de paramètres et potentiellement aussi intégrer ses propres données, ses propres références, si jamais je suis une entreprise qui est en mesure de pouvoir les évaluer. Évidemment, ces logiciels ne sont pas forcément gratuits, donc il y a des coûts de licence qui sont variables selon la taille de l'entreprise, selon le nombre de références utilisées, selon ce qu'on peut faire varier. Pour finir, le calendrier, j'ai essayé de faire ça rapidement, hein, mais globalement, voilà, normalement, on devait avoir un contexte qui devait être officiel sur le début d'année 2025, donc sur les modalités d'affichage. Pour l'instant, ce qui a été vu le 28 novembre dernier, c'est que l'affichage ne devrait pas être contraignant ni pour les marques et n'était pas forcément pour l'instant obligatoire actuellement. Donc, je vous renvoie vers le décret, vers la phase de consultation qui est en cours là, jusqu'au 19 décembre. Vous pouvez avoir les précisions là-dessus. Néanmoins, voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir engagé ce travail-là, d'avoir un certain nombre de données, d'être robuste là-dessus. Potentiellement, on serait plutôt sur un affichage qui serait en lien plutôt avec le contexte réglementaire européen sur 2026, donc qui couplerait d'autres gammes de produits concernés que la filière exclusivement textile. Voilà, alors, j'ai essayé de faire vite, mais il y avait beaucoup de choses, j'en suis désolé. Est-ce qu'il y a quelques questions, réponses à prendre? Je vais regarder rapidement dans les conversations. J'avoue qu'il y a Chat, peut-être pour des l'instant, il réponses. n'y en a pas, Damien. Pour l'instant, dans le Ok, chat, il n'y a très pas bien, de super. questions, mais il est encore temps de lever la main pour ceux qui en auraient. Il y a beaucoup de choses au conditionnel, j'en conviens, sur les modalités un petit peu là de l'affichage, sur l'aspect obligatoire ou non. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées, qui ont été avancées ces dernières années, ces derniers jours, avec beaucoup de choses qui ont été présentées et proposées. Euh, alors, bon, pas de questions, pas d'éléments. Donc, ce que je propose de faire, vu qu'on a beaucoup de choses à voir, je vois que Maëva est prête. Complètement. Pour parler d'un autre contexte réglementaire qui va être aussi important et là qui concerne à la fois le textile mais également d'autres filières, le SPR. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Damien. Merci pour ta présentation. Je me présente rapidement. Donc, Maëva, je suis consultante chez Cause 361. On est un cabinet de conseil spécialisé dans la mode durable. Donc, on accompagne à la fois des marques, des industriels, des fédérations sur des projets de manière individuelle ou de manière collective. Et donc, on participe notamment à beaucoup de projets collectifs. Durabi, par exemple, sur la durabilité physique des produits. On a lancé le projet DEX, là, sur la durabilité non physique dont Damien parlait tout à l'heure. On participe aussi, enfin, on représente un de nos clients au sein du secrétariat technique du PEF, donc la méthode de calcul d'impact environnemental européenne dont parlait Damien. Donc voilà, tous ces leviers, on travaille beaucoup sur les leviers d'éco-conception, tous les leviers que Damien a pu citer dans sa présentation. Et donc, effectivement, on a pu voir qu'en France, l'éco-conception est fortement poussée par la loi AGEC et par l'affichage environnemental. Et donc, on a vu qu'en Europe, on a aussi une réglementation. Alors, on a vu qu'on a une méthode de calcul qui est le PEF, le PEFCR Apparel and Footwear. Et on a donc l'ESPR, l'Eco-Design for Sustainable Product Regulation, qui est la réglementation éco-conception de l'Europe. Pour remettre rapidement un peu de contexte, tout ça est arrivé depuis 2019 avec le Green Deal. Le Green Deal, c'est un ensemble de mesures que l'Europe met en place avec un but ultime qui est d'atteindre la neutralité climatique en 2050. Ces différentes mesures vont toucher tous les secteurs
Et le secteur textile va fortement être impacté par différentes mesures, notamment la réduction des émissions, l'objectif pollution zéro, l'industrie plus durable, la préservation de la biodiversité des écosystèmes, l'économie circulaire. Donc toutes ces mesures sont aussi importantes les unes que les autres, mais je vais m'arrêter 2 minutes sur l'économie circulaire. Si tu peux juste revenir en arrière, Damien, excuse-moi. T'as pas vu j'ai pas fait le clin d'œil. L'économie circulaire, parce que dans le textile, on a une vraie problématique aujourd'hui qui est de changer notre modèle tout court, notre modèle, puisqu'on est aujourd'hui dans un modèle très linéaire où on produit, on utilise, on jette. Et l'objectif est vraiment de passer à un modèle circulaire où on va éviter au maximum le déchet et pouvoir limiter au maximum l'utilisation des ressources et notamment des ressources non renouvelables. Donc, on va travailler sur comment on peut laisser les ressources en circulation. Et donc, ça, c'est un vrai sujet, un vrai défi pour le secteur textile et c'est tout le sujet aussi de l'ESPR. Voilà, tu peux passer. Merci. Dernière slide de mise en contexte, mais dans ce Green Deal européen, on a tout un tas de réglementations qui vont toucher tous les secteurs, mais on a aussi une stratégie spécifique pour les textiles, la stratégie européenne pour des textiles durables et circulaires, parce que clairement, le secteur textile a été identifié comme étant une priorité sur laquelle il faut travailler. Donc, je vous rassure, je ne vais pas détailler chacune des réglementations sur cette slide. L'idée était vraiment de vous donner plutôt un aperçu du contexte réglementaire fort pour toutes les entreprises, mais surtout pour les entreprises textiles qui sont clairement une cible forte de l'Union européenne aujourd'hui. Et donc, on y retrouve le SPR évidemment et tout un tas d'autres réglementations que vous connaissez sûrement, à commencer par la réglementation sur le greenwashing, sur la CSRD, la CSDDD, tout ce dont on parle énormément ces temps-ci. Alors, si on détaille un petit peu plus le SPR qui nous intéresse aujourd'hui, 4 grandes exigences pour le SPR. La première, Damien l'a dit aussi au niveau français, c'est travailler sur réduire l'impact de nos produits. Pour ça, le SPR va imposer tout un tas de critères qu'on va voir juste après, que les produits vont devoir respecter pour pouvoir rentrer sur le marché européen. Une autre exigence très forte, c'est l'exigence de transparence, et notamment à travers le passeport digital produit dont vous avez aussi sûrement entendu parler. Je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus puisque Pankshita va en parler juste après. Et la dernière exigence dont on parle énormément aussi en ce moment, c'est l'interdiction de destruction des invendus. Donc voilà un peu le cadre de l'ESPR et les grandes exigences. Et donc on va s'arrêter un petit peu plus sur les critères. Merci Damien. Les critères, donc aujourd'hui, il faut avoir en tête que le SPR est une réglementation qui est très récente puisqu'elle est entrée en vigueur cet été. Donc on a tout un tas de critères dont on sait sur lesquels on sait qu'il va falloir travailler. Mais on n'a pas exactement les données précises qu'on attend dans chaque critère. Mais là, ça vous donne déjà un aperçu. Tous les critères en bleu, c'est plutôt ce qui va être lié à la production, toute la consommation de ressources, l'empreinte environnementale des produits, la présence de substances nocives. En vert, tout ce qui va plutôt être lié à l'utilisation des produits et surtout à comment on va travailler sur l'allongement de la durée de vie des produits. Très fort levier d'éco-conception, l'allongement de la durée de vie des produits. Donc, comment on va réutiliser les produits, comment on va les rendre plus durables, comment on va les rendre réparables. Et puis en orange, vous avez tout ce qui touche plutôt à la fin de vie des produits. Donc, comment on va pouvoir recycler les produits, comment les produits vont pouvoir être décomposables et comment on va pouvoir récupérer justement toutes ces ressources qui existent, qu'on utilise déjà, pour éviter d'utiliser des nouvelles ressources et pour éviter que les produits, leurs composants, terminent en déchets. Donc, voilà la grande image des critères de l'ESPR. Et donc, si on passe à la suite, voilà, en termes d'éligibilité. Alors, c'est assez simple, l'éligibilité, parce qu'au final, à partir du moment où vous voulez mettre des produits sur le marché européen, vous êtes concerné. Donc, les fabricants doivent produire des produits conformes. Les importateurs et les distributeurs ont la responsabilité de s'assurer que les produits qu'ils importent et qu'ils distribuent sont conformes aussi à la réglementation. Après, là où il va y avoir des acteurs concernés, pas concernés, c'est plutôt sur les typologies de produits. Aujourd'hui, l'Europe a identifié une liste de catégories de produits qui ont été jugées comme prioritaires. Sans surprise, le secteur textile est parmi les premières priorités de par son impact, de par la taille du marché. Donc, on a toute la partie textile chaussures qui est concernée. On va le voir après dans la timeline, mais
certains produits qui ne seraient pas éligibles aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais éligibles. Ça veut dire que cette réglementation, elle va évoluer et la liste des catégories de produits qui vont être concernés va aussi évoluer et va grandir d'année en année. Mais pour l'instant, pour ce qui nous concerne, en tout cas sur le textile, on est dans la liste des catégories de produits éligibles. Si on regarde ensuite tout ce qui est timeline, justement. Donc, comme je vous disais, l'ESPR est une réglementation très jeune, puisqu'elle est entrée en vigueur cet été, donc ce qui explique aussi qu'on soit encore un peu dans le flou, parce qu'elle est en pleine construction. Suite à la publication de l'ESPR, il était prévu que 9 mois plus tard, donc attendu au printemps 2025, soit publié un premier working plan. Le working plan, c'est justement, entre autres, cette liste de produits qui va être concernée directement par l'ESPR. Donc aujourd'hui, l'Europe a défini une liste prioritaire et maintenant, cette liste va être un peu challengée et puis on va la finaliser et au printemps 2025, on aura une vision claire des produits qui vont être concernés. Et en 2026, on attend les actes délégués pour le textile. L'ESPR est une réglementation qui s'applique à tous les secteurs. On a vu, il y a différentes catégories de produits et bien évidemment, tous les produits ne sont pas traités de la même manière, tous les produits ont des spécificités. Donc ces actes délégués vont venir préciser pour chaque catégorie de produits ce qu'on va attendre dans la réglementation. Et donc pour le textile, qui fait donc partie des priorités, les actes délégués sont attendus en 2026. Et 18 mois après la publication des actes délégués, l'ESPR sera applicable et donc les produits qui vont rentrer sur le marché européen devront respecter l'ESPR. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu passer les informations, pardon Damien, juste la slide d'avant. Aujourd'hui, l'Europe est en plein recrutement, en pleine phase de recrutement, et ça se termine cette semaine pour déposer les candidatures, d'experts pour participer à l'Eco-Design Forum. L'Eco-Design Forum, c'est un grand groupe de travail dans lequel l'Europe réunit des parties prenantes, des experts du secteur, dans le but justement de finaliser ce premier working plan et de travailler, de valider les actes délégués. Donc il y a un gros travail, comme dans beaucoup des réglementations européennes, un gros travail qui est fait avec les parties prenantes et les experts du secteur pour s'assurer qu'on colle le plus à la réalité du secteur. Voilà, tu peux passer. Merci. La question qu'on pose souvent, donc je ne la vois pas encore dans la conversation, mais c'est souvent la première question qui est posée quand on parle de l'ESPR, mais quelles sont les sanctions? Alors là, c'est très simple. La grosse sanction, c'est l'interdiction de mise sur le marché européen. Un produit qui n'est pas conforme ne pourra pas être vendu sur le marché européen. Donc, sur la loi AGEC, par exemple, on est plutôt sur des amendes. Là, on va être sur un système qui est plus proche de ce qui se fait aux États-Unis avec la réglementation sur le travail forcé des Ouïghours. C'est que les produits, alors ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est que les produits qui sont, pour lesquels on a une suspicion de non-respect de la réglementation, ils sont bloqués en douane et l'entreprise a 1 mois pour fournir les documents nécessaires pour prouver la conformité des produits. Donc là, les modalités de l'ESPR ne sont pas encore complètement définies. On verra ça dans les actes délégués. Mais on peut très bien imaginer un système identique où les produits seraient bloqués, interdits de vente, jusqu'à ce que vous soyez en mesure de prouver leur conformité. Sauf que si on est sur 1 mois comme aux États-Unis, si vous n'avez pas fait avant le travail pour collecter toutes les données et prouver la conformité des produits, autant vous dire qu'en 1 mois, c'est très compliqué à faire. Donc c'est une très grosse sanction. Cette interdiction va vraiment beaucoup impacter les entreprises. Et enfin, si on regarde un peu sur les actions, parce que jusque-là, ce que je vous ai dit, c'est que l'ESPR était très récent, qu'on était encore dans le flou, et en plus, je vous dis que c'est pour 2027-2028. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous dire, bon, on a le temps. Et en fait, pas du tout. On n'a pas du tout le temps. Déjà parce qu'il y a énormément de choses à faire. On l'a vu dans les critères, il y a énormément de critères auxquels il va falloir répondre. Et surtout, pour chacun de ces critères, Damien l'a aussi beaucoup souligné dans sa présentation, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est d'aller chercher de la donnée. Quelle qu'elle soit, la donnée, il va falloir aller la collecter. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller la chercher sur la chaîne de valeur, donc il va falloir connaître sa chaîne de valeur. Là, on l'a vu pour le calcul de l'impact, et donc on l'a aussi dans le SPR avec l'empreinte environnementale. C'est que pour faire votre calcul, il
forcément, vous allez avoir besoin d'aller chercher de la donnée sur votre chaîne de valeur, donc de mettre en place de la traçabilité. Et aujourd'hui, même si on ne sait pas exactement ce qu'on va attendre de l'ESPR, Damien l'a montré, on a une méthode en France pour calculer l'impact environnemental. Il a parlé de la méthode PEF en Europe. Quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, c'est une histoire de données. Et aujourd'hui, vous pouvez déjà faire ce travail. Damien l'a montré, on peut utiliser Ecobalise. Il a montré une série d'outils qui utilisent aussi déjà la méthode de calcul, soit de l'Ecobalise, soit du PEF. Donc aujourd'hui, vous avez des outils à disposition sur le marché qui peuvent déjà calculer l'impact de vos produits. Tout ça va faire que vous allez devoir mettre en place un plan d'action. Vous allez devoir mobiliser des ressources humaines, des ressources financières. Donc ça, ce sont aussi des choses qui prennent du temps. Et nous, de notre côté, on accompagne des entreprises dans toutes ces actions de mise en place de traçabilité, de calcul d'impact environnemental, de travail sur la durabilité. Ce qu'on observe, c'est que tout ça, ça prend du temps. Nous, depuis 2019, on a accompagné le comité stratégique de la filière Modelux dans son projet traçabilité, justement dans le but d'embarquer des entreprises pilotes pour réfléchir à la traçabilité, à leurs besoins, identifier des outils qui allaient pouvoir les aider dans ce travail et tester ces outils. Et ce qu'on observe, et à travers le CSF et à travers les autres entreprises qu'on a pu accompagner, c'est que la mise en place d'un projet de traçabilité, ça prend entre 1 an et 2 ans, en fonction de la maturité des entreprises. Pareil pour l'impact environnemental. Il faut compter entre 1 an et 2 ans pour pouvoir avoir son premier calcul d'impact environnemental. Donc aujourd'hui, on a quand même un vrai défi en termes de temps. Et en plus, le fait de commencer dès maintenant, ça va vous permettre d'éviter de vivre la réglementation comme une contrainte. Alors, c'est valable pour le SPR, mais c'est valable pour toutes les réglementations. Personne n'aime travailler en last minute et surtout quand on a une pression réglementaire très forte. Donc, ça va éviter aussi à vos équipes d'avoir ce stress opérationnel pour travailler sur le projet. Et puis, ce qu'on observe aussi dans tous les projets qu'on accompagne, que ce soit la traçabilité, l'impact environnemental, la durabilité, vous avez besoin d'aller chercher de la donnée sur votre chaîne de valeur et c'est pas si simple que ça. Déjà, il faut l'identifier, sa chaîne de valeur, et puis il faut embarquer ses fournisseurs, embarquer ses différentes parties prenantes, et ça prend du temps. Vous allez aussi devoir gérer du changement, c'est-à-dire que vous allez, alors en interne et sur votre chaîne de valeur, être face aussi à des acteurs qui sont potentiellement assez faiblement digitalisés et pour qui c'est un vrai sujet de devoir implémenter un nouvel outil. Et donc ça aussi, ça prend du temps. Et puis, vous allez éviter le risque de non-conformité. Le SPR, c'est avant tout éco-concevoir pour diminuer les impacts. Mais pour pouvoir diminuer vos impacts, vous avez forcément besoin de faire un premier calcul. Vous avez besoin d'une photo à un instant T, de savoir où se situent vos impacts et de savoir sur quoi vous allez devoir travailler. Donc ça, encore une fois, pour pouvoir faire ce travail déjà de première mesure, il vous faut de la data. Donc, il faut mettre en place votre projet de traçabilité. Il faut mettre en place votre projet de calcul d'impact. Et au final, on est déjà le 6 décembre 2024, donc demain, c'est déjà 2025. Et là, on est en train de parler d'une réglementation qui va s'appliquer en 2027 ou 2028. Et dans le textile aujourd'hui, on ne travaille pas 3 mois à l'avance. On travaille plutôt 1 an et demi, 2 ans, voire même plus en fonction des produits. Et éco-conception, le mot est très clair, il faut travailler dès la conception. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas attendre d'avoir les actes délégués et se dire qu'on a encore 18 mois, parce que potentiellement, au bout de 18 mois, on n'aura pas abouti et on ne sera pas conforme. Donc vraiment, si je peux vous donner un seul conseil, s'il faut que vous gardiez en mémoire une seule chose de mon intervention, c'est qu'on n'a pas le temps. Et c'est que vous devez vraiment, même commencer pas à pas, mais vous devez absolument aujourd'hui commencer à étudier les différents projets que vous avez à mettre en place. Et donc, je vous ai mis deux liens qui peuvent vous aider, déjà vers le texte de l'ESPR et puis vers la FAQ de l'ESPR. Document très intéressant et beaucoup plus facile à lire que la réglementation dans son ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous y référer dès que vous avez des questions. C'est vraiment très intéressant. Donc, voilà. J'espère avoir tenu le temps. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Et juste pour info, mais chez Cause, on organise aussi un salon qui s'appelle Fashion Act et dont l'objectif est justement de faire se rencontrer les marques, les industriels avec les solutions technologiques qui vont les aider
à automatiser, à collecter leurs données, à mettre en place leurs rapports aussi, si on parle de reporting. Et donc, c'est un salon où expose des outils de traçabilité, d'impact, de toutes les thématiques autour de la circularité, de seconde main, d'upcycling, de réparation. Donc, voilà, n'hésitez pas à visiter notre site internet. Et s'il y a des Beaucoup. questions, je Merci les prends beaucoup, avec Maïva. plaisir. Pour Merci l'instant, beaucoup. il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant, des réactions avec des pouces bien levés pour la clarté de tes propos, je pense. C'est déjà une bonne chose. Absolument. Indiquer peut-être que Cause 361 est une entreprise installée en Nouvelle-Aquitaine. Oui, C'est important de le dire. L'idée est de démontrer également la dynamique régionale et l'importance en fait des acteurs qui sont sur notre territoire, sur les sujets qui nous animent. Et cela nous amène, mais tout naturellement, tu l'as indiqué tout à l'heure, Maëva, le sujet du passeport digital produit. Donc ça nous amène tout naturellement vers la prochaine intervention. Donc nous avons le plaisir de recevoir Pantika Hospital, qui est consultante spécialisée de la traçabilité et de la transparence dans l'industrie du textile et de la mode. On peut également indiquer que Pantika s'est spécialisée avec sa thèse de doctorat sur justement le sujet du passeport digital produit, ce n'est pas rien, et que sa thèse a d'ailleurs été présentée à la Commission européenne. Donc c'est quand même un sujet qui est maîtrisé du bout des doigts. Et de préciser également que la société ESCM est installée également en Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit d'un portail fournisseur qui permet de piloter les approvisionnements. Et donc justement, c'est le sujet qui va suivre avec Quantica. Merci beaucoup. Et puis à tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci Edwina, merci, bonjour à tous. Donc je suis Panchika Hospital. Je vais enchaîner assez vite, hein. J'imagine que là j'ai plutôt un quart d'heure. Alors pour faire très très court sur ISCM, donc ISCM, comme tu l'as dit Edwina, donc c'est une plateforme qui permet de relier donc les marques avec leurs fournisseurs et aussi avec les laboratoires, les transports, tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. C'est une entreprise qui existe depuis 18 ans et donc on a développé donc ces dernières années un module spécifique pour la RSE à cause ou grâce à toutes ces nouvelles réglementations qui arrivent notamment en France un petit peu en amont de ce qui est prévu au niveau européen. Alors, si on peut aller à la slide suivante. L'entreprise, donc Bellara Numérique, Bellara SAS, pardon, est donc éditeur de la solution ISCM et membre de l'HR Bali, qui qui réfléchit sur les grands enjeux de la mode de demain, donc la circularité, la traçabilité, la fabrication à la demande avec une mode plus agile et plus juste, avec notamment les entreprises qui sont citées ici, donc Decathlon, le groupe Eram, Petit Bateau, le CETI, GBTEX. Voilà. Comme Edwina le citait, donc suite à ma thèse, donc ma thèse était la première à être terminée au sein de la chaire Bali sur la traçabilité et la transparence et plus particulièrement sur le passeport numérique des produits. Nous avons été sollicités par le Parlement européen pour produire une étude spécifique pour ce passeport produit pour les produits textiles, puisque le textile fait partie des secteurs prioritaires, parmi lesquels sont donc les batteries, notamment les batteries pour les voitures, qui est le secteur le plus avancé pour ces passeports produits, les produits électroniques et donc le textile, pour plusieurs raisons. Donc un secteur qui produit énormément de déchets et qui utilise beaucoup de ressources, mais aussi un secteur qui a une grande marge de progression. Parce qu'on part de très très loin, une industrie très linéaire et qui peut vraiment, vraiment progresser. Voilà. Donc pour un
rappel très succinct des évolutions réglementaires. Donc, comme je le disais, la France est plutôt précurseur en matière de réglementation RSE sur donc, la traçabilité et la transparence. Là, donc, j'ai vraiment souligné uniquement les lois et les réglementations françaises et européennes qui traitent de transparence. Alors, on a un mouvement de transparence, de davantage de transparence sur les entreprises depuis donc une vingtaine d'années, avec plus précisément en France le devoir de vigilance en 2017, mais qui devrait être dans le droit européen là donc ces mois-ci qui devrait être voté, qui a été voté l'année dernière en partie, mais aussi donc des lois sur le reporting, qui est aussi donc spécifié là, avec la CSRD de manière un peu plus intense et plus précise. Et donc, on a toutes ces lois sur la transparence des entreprises, mais aussi de plus en plus vers une transparence qui va aller beaucoup plus finement vers des informations qui vont traiter des produits. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi on se dirige avec l'affichage environnemental et avec ce passeport produit. Et c'est ce qu'on cherche à souligner avec donc les différentes réglementations qui là se précisent et s'intensifient au fil des années. Là, on peut voir que plus ça va, plus les réglementations sont de plus en plus précises et plus fines. Je peux aller à la slide suivante. Donc, ma thèse a été inscrite dans cette intensification des réglementations RSE. Et donc, on s'est penché sur le passeport numérique des produits pour l'univers textile et habillement. On a inclus aussi les chaussures dans ce dispositif. Voilà, on ne sait pas exactement dans quel cadre, comme l'affichage environnemental, quels vont être exactement spécifiquement les produits qui vont être inclus ou pas dans un premier temps, dans une manière volontaire ou obligatoire. Voilà, donc tout ça, c'est plutôt un travail de recherche en amont pour pouvoir avancer, mais on ne sait pas ce qui va être précisément dans la loi tant que les actes délégués n'ont pas été adoptés, ce qui devrait être le cas dans les prochaines années, puisqu'on espère d'ici 2027. Donc ce sera en 2026. Voilà. Donc on a réfléchi pendant la thèse sur ce passeport numérique des produits avec une base très riche, avec donc pour référence donc la littérature scientifique, mais qui reste très peu étayée puisque c'est un dispositif très nouveau et qui aujourd'hui est principalement dédié aux batteries et aux batteries pour les voitures, donc pour l'industrie automobile. On s'est basé aussi sur des témoignages des futurs utilisateurs de ces passeports produits, donc des parties prenantes de ce futur dispositif. On a aussi organisé des workshops et puis on a aussi étudié donc toutes les démarches qui étaient déjà existantes, ce qu'on pourrait appeler des précurseurs de ces passeports numériques des produits, puisque c'est un dispositif assez complexe et qui n'est pas aujourd'hui, au sens de la loi européenne, n'existe pas en fait aujourd'hui. Donc il y a des initiatives, mais qui restent très limitées. Et on a défini, donc, grâce à cette étude, différents buts pour ce passeport numérique des produits, qui est souvent malheureusement réduit à l'information consommateur, mais qui peut être vraiment, vraiment élargi, puisque c'est un outil qui va être utilisé sur tout le cycle de vie des produits. Donc, on peut parler effectivement d'information consommateur. Donc là, les premiers pas, comme ce qu'on peut voir pour la loi AGEC, l'article 13, on peut avoir des informations sur les pays de fabrication, la teneur en matériaux recyclés, par exemple, des évaluations environnementales sur le produit, mais pourquoi pas des informations aussi sur la chaîne de fabrication beaucoup plus précise. On va avoir aussi des informations qui vont pouvoir favoriser la circularité. Le but étant vraiment d'étendre la vie utile des produits, de pouvoir les faire durer, mieux les réparer et mieux les revendre.
On va pouvoir piloter des indicateurs de durabilité en ayant une idée précise du nombre de cycles parcourus par ces produits. Est-ce qu'ils vont être revendus plusieurs fois? Est-ce ils vont pouvoir être réparés ou peut-être être utilisés selon d'autres modèles plus circulaires, comme de la location par exemple? Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement vont avoir davantage d'informations sur les produits et vont pouvoir aussi mieux les traiter. Euh, pour la fabrication, on va avoir davantage d'informations, par exemple, sur la composition, une composition plus précise de tous les composants qui forment les produits finaux. Et on va aussi pouvoir piloter mieux les flux de ressources. On va pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire des composants qui vont être utilisés et des matières premières. Cette passeport produit va aussi pouvoir être un outil de surveillance des marchés, puisque, comme on le disait tout à l'heure, comme tu le disais, Maëva, la première sanction, ce serait de ne plus avoir accès au marché. Donc, ce passeport va pouvoir être un sésame pour accéder au marché européen. Si les produits n'ont pas les bonnes conditions et n'ont pas les bonnes informations sur leur passeport, ils pourraient ne pas pouvoir entrer sur le marché européen. On va pouvoir aussi avoir un suivi après-vente des usages. Donc, les marques vont pouvoir être informées des produits qui vont venir en réparation et vont pouvoir ainsi améliorer leurs produits et on va pouvoir avoir une éco-conception qui va s'étendre sur tout le cycle de vie du produit avec une possible amélioration continue. Cet outil va permettre aux marques d'être des marques et des donneurs d'ordre, des metteurs en marché, d'être en conformité avec la réglementation, puisqu'ils vont pouvoir ainsi communiquer toutes les informations qui sont demandées par les différentes lois. Aujourd'hui, ce passeport n'est pas obligatoire. Et on peut noter que les entreprises qui ont des sortes de passeports produits, même s'ils sont beaucoup plus simples, vont avoir un avantage commercial concurrentiel, puisqu'elles vont pouvoir vraiment parler à leurs consommateurs avec vraiment davantage de transparence et vont pouvoir aussi, dès à présent, bénéficier de tous ces avantages du passeport numérique des produits. Et dernier point, ce passeport produit va pouvoir permettre aux consommateurs de mieux authentifier leurs produits. Donc pour des produits de luxe, par exemple, on va avoir des numéros de série. Eh bien, ce passeport numérique produit va pouvoir vraiment authentifier, prouver qu'il ne s'agit pas d'une contrefaçon. Si on peut aller à la suite. Donc, très rapidement, comme je l'ai dit, ce passeport va intégrer de nombreuses parties prenantes qui vont y voir un intérêt pour leurs activités. Et ces parties prenantes vont soit pouvoir inscrire des informations dans ces passeports produits, soit pouvoir les lire, et vont pouvoir compléter au fil de l'eau, au fil des usages et de tout le cycle de vie des produits, compléter toutes les données qui sont intégrées dans ces passeports produits. Alors, on parle évidemment des entreprises de la chaîne d'approvisionnement, donc fabricants, les fournisseurs, la chaîne de transport, de logistique, mais aussi ça pourra bénéficier donc aux marques et à tous les services de marque, la conception, les services de production qui vont pouvoir être certains que la stratégie est bien adoptée quand le produit est fabriqué, la qualité, puisqu'il va pouvoir y avoir l'intégration d'évaluation environnementale, par exemple, ou d'évaluation qualité, les services RSE qui vont pouvoir aussi avoir des informations sur par exemple l'impact environnemental des produits, le service après-vente qui va pouvoir avoir des informations sur les retours des produits et les éventuelles réparations. Les entreprises de certification et d'évaluation donc, qui vont pouvoir réaliser des ACV par exemple ou des labellisations, les autorités qui vont pouvoir avoir accès à davantage d'informations, les médias qui vont pouvoir mieux communiquer sur les produits avec des informations qui sont beaucoup plus standardisées, beaucoup plus normées et plus fiables potentiellement. Les distributeurs, donc en magasin, les vendeurs vont avoir davantage d'informations à communiquer aux consommateurs aussi, ce qui fait qu'ils ont davantage d'arguments pour étayer leur discours. Les consommateurs auront accès à davantage d'informations pour pouvoir faire des achats plus éclairés. Et ensuite,
tous les acteurs de la circularité, donc les entreprises qui permettent de mieux entretenir, mieux réparer, mieux revendre et en fin de vie, mieux donc trier et recycler les produits vont avoir davantage d'informations. Si on peut aller à la suivante, s'il vous plaît. Avancez trop vite. Pardon. Donc, la définition que nous donnons à ce passeport produit, alors, je ne vais pas revenir sur la définition, mais les idées, les grandes idées, c'est que donc, ce passeport produit, donc, c'est un identifiant du produit ou d'un lot de produits, puisque pour les produits de grande consommation, les identifier de manière unique, ça peut être très compliqué et très coûteux. Et pas forcément nécessaire. Et cette identification du produit peut évaluer tout au long du cycle de vie du produit. C'est-à-dire que si vous achetez un produit, il appartient à l'eau, mais dès que vous l'associez à votre identifiant de client, il va atteindre une certaine unicité, puisqu'il va être associé à votre compte client. Dans ce passeport produit, on va avoir des données qui caractérisent le produit, les processus, donc quelles ont été les étapes de fabrication, les techniques employées et aussi éventuellement si le produit a été réparé, comment les réparations ont été faites. L'identification des parties prenantes, ce qui peut être réalisé au niveau assez fin ou plus macro. Donc, on peut imaginer qu'on a juste les pays de fabrication ou on peut avoir les informations sur les entreprises précises. Donc, ça sera au choix. Et ensuite, toutes ces informations vont pouvoir être utilisées par tous les intervenants tout au long du cycle de vie des produits. Voilà. On peut aller à la suite, s'il te plaît. Donc, très simplement, donc, un identifiant plus ou moins à un niveau plus ou moins fin, donc soit un lot de fabrication, soit un produit unique, des informations sur le produit lui-même, des compositions, une description, des indications sur la circularité, éventuellement sur les coûts, quel a été le prix de vente, par exemple, vente publique de la première vente pour pouvoir mieux le revendre. Si vous voulez le revendre en seconde main, vous pourrez avoir une idée là-dessus. Des quantités, est-ce que c'est une série limitée ou pas? Peut-être des informations sur les consommateurs qui auront donné leur avis sur le produit, comme on peut avoir sur les sites internet. Des infos sur la chaîne d'approvisionnement, les transports et éventuellement après la vente, s'il y a eu des réparations avec une sorte de livret d'entretien du produit. Aussi, quelque chose de très important, des évaluations donc environnementales, mais pourquoi pas sociales aussi. Euh, comment les entreprises qui font fabriquer ces produits travaillent, comment elles traitent leurs salariés, est-ce que c'est dans des bonnes conditions, est-ce qu'il y a des labels spécifiques pour ça, l'impact sur les animaux également, et aussi l'impact sur la santé. Le produit contient-il des substances dangereuses et comment on peut communiquer là-dessus. Toutes ces informations peuvent être documentées et on peut aussi avoir des informations à propos de la marque et de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure de transparence produit. Alors oui, transparence produit, mais aussi ça n'empêchera pas d'avoir aussi des informations sur, par exemple, le reporting des entreprises au global. Voilà, si on peut avancer. Donc, le métamodèle, donc c'est un grand mot pour dire que on a la possibilité de faire du sur-mesure sur ce passeport produit en donnant davantage de détails sur les spécificités. Donc, comme je vous disais, on pourrait donner peut-être le pays de fabrication ou la région de fabrication ou le nom de l'entreprise. Voilà, et toutes ces critères peuvent être modélisés en fonction de ce qui va être demandé par l'Europe, mais aussi par les stratégies d'entreprise, puisque ça peut être une formidable opportunité pour les entreprises de communiquer davantage et d'avoir un nouveau support de communication beaucoup plus fiable et beaucoup plus précis qui va pouvoir créer une autre relation à ses clients. Si vous pouvez avancer. Par rapport à donc notre rapport qu'on a fourni au Parlement européen. Donc, on est parti de ce cycle de vie des produits et
80 réponses professionnelles partout en Europe. On leur a donc soumis ce modèle de données. On leur a dit, est-ce que vous pensez que ces informations sont prioritaires, oui ou non, ou est-ce que vous pensez qu'elles ne sont pas utiles dans cette version du passeport produit? En majorité, donc tout ce qui est en vert, ils ont été plutôt d'accord. Là où ils n'étaient pas tout à fait d'accord, c'était sur l'affichage vraiment précis des données des entreprises. Est-ce qu'on donne le nom de l'entreprise? Non. Est-ce qu'on donne vraiment le, les prix? Alors là, je pense qu'il y a eu plutôt un malentendu parce que moi, quand je parle de prix, je parle de prix à la vente, donc le prix public. Eux, ils ont peut-être compris plus les prix qui sont du domaine du secret des affaires. Donc, à quel prix ils achètent leurs produits, ils le revendent, le prix des matières premières. Voilà. Mais sinon, on peut dire qu'il y a eu quand même un grand consensus sur les informations. Le dernier point, c'est plutôt de la RGPD, c'est est-ce qu'on met sur ce passeport produit, est-ce qu'on met l'identification du client final? Alors, ce client final, s'il est volontaire, on pourrait peut-être l'inclure. Ça pourrait être dans sa carte fidélité pour une marque, par exemple. Mais bon, voilà. Et l'idée, donc, c'est que cette implémentation ce passeport produit, une petite animation, elle va se faire en 3 étapes. Donc, la première, ce qui correspond à peu près au niveau français à la loi AGEC, donc les pays de fabrication, les teneurs en matériaux recyclés et des informations de ce type. Puis ensuite, donc en 2027, en 2030, on enrichit avec des informations beaucoup plus précises sur le produit fini, des compositions beaucoup plus poussées, avec des évaluations environnementales, vraiment davantage d'informations. Et la dernière étape, 2033, donc ça, c'est vraiment tout le cycle de vie avec des informations qui peuvent être utilisées vraiment jusqu'à la fin de vie utile du produit, jusqu'à son recyclage. Voilà, donc si on peut aller plus à l'assiette suivante. Donc, comment se préparer? Donc, Maëva le disait, ça va arriver très très vite et en même temps, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut mettre dedans, mais on peut déjà y réfléchir. Et l'idée, c'est que pour ne pas subir cette réglementation et en faire une opportunité, on peut déjà, donc aujourd'hui, rationaliser ses approvisionnements, essayer de vraiment suivre les données, vraiment la maîtrise des données de toute sa chaîne d'approvisionnement et de toute son éco-conception. Ensuite, il faut renforcer la relation fournisseur pour vraiment comprendre et embarquer ses fournisseurs pour pouvoir avoir davantage d'informations parce que eux ont des informations que les marques n'ont pas, puisqu'ils sont vraiment en contact avec tous les fournisseurs des rangs supérieurs et ça va être compliqué de faire sans eux. Et ensuite, il faut trouver un moyen de collecter, sécuriser et restituer ces informations. Pour des petites entreprises qui sont très engagées, ça peut être fait avec des fichiers Excel, avec des services, avec juste une page web où on va donner des informations. Mais pour les grandes entreprises, c'est nécessaire d'automatiser cette collecte. Et un outil peut venir vraiment aider à reporter toutes ces données et à sécuriser toutes ces données. Donc, si on peut aller à la slide suivante. Nous, chez ISCM, on collecte ces informations depuis le portail fournisseur. Donc, on va avoir donc, toutes les informations du portail fournisseur, de l'ERP, mais aussi du PLM. Et on va pouvoir interagir de manière automatisée avec des outils comme Ecobalise via des API, par exemple, ou via d'autres fournisseurs de calcul d'ACV, de calcul d'impact. Et ensuite, on va pouvoir restituer toutes ces données et pouvoir avoir des indicateurs pour la production, puisque ne perdons pas de vue, pour que les entreprises fonctionnent, il faut aussi qu'elles y trouvent leur compte d'un point de vue productif. Il faut qu'économiquement, ce ne soit pas un coût, mais que ce soit vraiment une opportunité de mieux suivre ces approvisionnements, de collecter toutes ces données, que ce ne soit pas un coût supplémentaire, et qu'ensuite, on puisse restituer effectivement toutes ces informations aux consommateurs, puisque aujourd'hui, c'est la première étape de ce passeport produit. Voilà, donc aujourd'hui, la première étape, c'est la loi AGEC, qui est un passeport produit à destination des autorités, hein, on peut le dire, et des consommateurs. Et donc, on peut collecter donc, toutes ces infos et les restituer
via un système de QR code sur les produits. Voilà, j'essaie de faire vite. Merci beaucoup. Ah, super, hein, Panchita, et Merci moi que beaucoup, c'est Panchika. il y a Oui. beaucoup de choses, effectivement, hein, beaucoup Oui, possibilités justement d'automatiser tout ça et cette collecte de données et d'informations. C'est vrai que ouais. c'est très intéressant et ça répond à beaucoup d'enjeux, effectivement. C'est hyper important, oui, parce que là, on se rend compte que les données, elles sont sur un serveur, sur un fichier Excel, reçu par mail, par-ci, par-là, sur l'ERP du fournisseur, mais pas sur l'ERP de la marque. Ensuite, ça peut être décorrélé de la logistique aussi, donc on ne sait plus ce que deviennent les produits par la suite. Et c'est important d'avoir de la cohérence et de rationaliser tout ça aussi pour une question de coût. Voilà. Donc Complètement. super. Oui, Et merci donc, beaucoup. comme Maëva, vous êtes basé effectivement en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça aussi, c'est un point Oui, important pour dire qu'on est en oui, pointe sur ce sujet du textile en région. oui, on est au Pays Basque, oui. Oui, voilà. On va Alors, enchaîner avec une entreprise qui n'est pas forcément de la Nouvelle-Aquitaine, mais qui travaille activement avec la Charbali et beaucoup d'acteurs en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons le plaisir d'avoir un témoignage d'entreprise, justement, par Charlotte Tranchant, qui est la directrice RSE pour la maison Christian Louboutin, et qui va nous faire rentrer dans les coulisses de l'entreprise et de la marque pour partager avec nous comment justement conjuguer la stratégie RSE et la conformité réglementaire. Donc, merci beaucoup, Charlotte. C'est à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je fais une petite vanne à Panchika quand même parce que tu me laisses 4 minutes, je te signale quand même. Je suis obligée. Écoute, une petite note d'humour, tant qu'à faire. Je suis Je vais essayer désolée. de faire simple et efficace. Pas de souci, t'inquiète. Juste peut-être pour vous remettre quelques éléments de contexte pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la maison. En gros, la maison Christian Louboutin, elle existe depuis une trentaine d'années. Nous sommes donc fabricants de souliers, mais aussi de maroquinerie. On a des licences beauté et lunettes. Nos sites de fabrication sont situés en Italie, quelques-uns aussi en Espagne pour leur savoir-faire, notamment d'espadrilles. Et puis, on a une distribution mondiale, c'est-à-dire qu'on travaille avec les 4 grandes régions. On a un réseau d'à peu près 160 boutiques. On distribue aussi via nos sites e-com. Donc, voilà un petit peu pour vous donner le contexte de l'activité de l'entreprise. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Et donc, la traçabilité, comment ça se passe? J'ai précisé une démarche pas à pas pour désacraliser en fait ce qui se passe du côté de l'entreprise parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est complexe, clairement. Moi, j'ai pris mes fonctions au sein de la maison il y a à peu près 3 ans maintenant. C'était une création de poste, donc j'ai créé la direction RSE et évidemment, les enjeux réglementaires sont très vite venus au-dessus de la pile pour savoir comment adresser ce sujet. Et donc, avec et c'est là aussi, il faut être assez humble, c'est-à-dire que là, on est dans un cercle averti, on parle de réglementation, on parle d'outils, et après, il y a une réalité opérationnelle qui nous rattrape, c'est-à-dire qu'il y a un grand écart entre ce que font nos collaborateurs au quotidien, quelles que soient leurs activités. Et donc, moi, très vite, j'ai lancé un état des lieux justement de conformité réglementaire pour voir où nous en étions et quels étaient nos axes prioritaires parce que effectivement ces réglementations sont très exigeantes. Comme le précisait Maëva, ça s'inscrit dans le temps long. On ne peut pas tout faire en un claquement de doigts. Donc très vite, le fait d'avoir un peu cet état des lieux nous a permis de prioriser et de voir où on en était et surtout de prendre conscience qu'on avait besoin d'avoir des alliés en termes de ressources. Et donc il y a un compliance manager qui a rejoint la maison il y a plus d'1 an maintenant et qui est vraiment le bras armé de la bonne compréhension et de l'implémentation des réglementations en interne. Et tout ça pour vous dire aussi, du coup, c'est un travail collaboratif. C'est-à-dire que ce sont des sujets de durabilité, mais ce sont aussi des sujets réglementaires et finalement, ce sont les sujets de tout le monde. Donc, en termes de contexte, voilà où nous en sommes. Et puis derrière, quand on a voulu rentrer dans les sujets, eh bien, on a fait face à des difficultés de compréhension de nos sujets. On échange avec des équipes opérationnelles, il y a des données qui sont rentrées dans des outils, on a des outils bien évidemment, mais derrière, il y a aussi un vrai sujet d'embarquement de nos parties prenantes externes, parce que tout ne se fait pas en interne. Et finalement, la difficulté, c'est aussi d'embarquer toutes ces parties prenantes externes et leur donner le sens de pourquoi on fait ça. C'est de la réglementation, certes,
mais il faut bien comprendre que ce sont des leviers d'amélioration et d'action pour continuer à améliorer nos pratiques et améliorer nos pratiques. Voilà. Donc voilà, on a rencontré pas mal de difficultés à engager ces parties prenantes. On est en train de le faire et ça avance plutôt vite. Il y a l'engagement et puis après, il y a la mise en action, c'est-à-dire comment on récupère la donnée, dans quels outils on la met, est-ce qu'on est trop exhaustif, pas suffisamment exhaustif? Parce que finalement, quand on regarde toutes ces réglementations, sur la traçabilité, certes, mais nous, on est soumis à plein de sujets que sont la CSRD pour du reporting extra-financier, du bilan carbone, des bilans biodiversité, etc. On commence un peu à perdre tout le monde. Donc, il faut réussir à tout faire converger et à optimiser toutes ces données que l'on va essayer de récupérer et qu'on est en train de récupérer auprès de ces parties prenantes externes. Vraiment, j'insiste sur la prise de conscience et puis, du coup, les défis derrière pour commencer à être en ordre de marche, c'est structurer une gouvernance. Parce que ce qui va faire que ça fonctionne, c'est la politique des alliés. Donc, j'évoquais le fait que maintenant, il y a quelqu'un dans notre direction juridique qui a cette fonction-là, mais la gouvernance, elle n'est pas qu'à ce niveau-là, elle est aussi au niveau opérationnel, c'est-à-dire au sein de nos équipes de production qui va pouvoir nous aider à renseigner les outils, à évangéliser localement pour expliquer quels sont nos enjeux et pourquoi on fait ça, affiner la qualité de la donnée. Enfin, tout ça, ce sont des enjeux très, très, en tout cas, prépondérants pour nous. Donc, structurer une gouvernance à tous les niveaux de l'organisation. Et puis, le faire pas à pas, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va pas être conforme du jour au lendemain. Donc, on commence petit à petit. J'évoquais le fait qu'effectivement, on avait une entreprise qui fait des souliers, on est une entreprise qui a beaucoup de collections, on est une maison qui est très créative, donc on ne pourra pas tout faire. Il y a un renouvellement de collections qui fait que voilà, c'est un enjeu pour nous derrière d'avoir toute cette traçabilité. Et donc, je vous ai mis justement en présentation le fait que sur notre site internet maintenant, alors on ne peut pas cliquer dessus, mais à la rigueur, je rajouterai le lien pour que vous le voyez dans la présentation, mais on commence en fait à pouvoir mettre ces informations de traçabilité sur certaines parties de la collection, avec l'ambition bien évidemment de toucher 100% de cette collection. Mais voilà, il faut rester humble par rapport à la réalité opérationnelle et faire cette démarche petit à petit. Ensuite, vous avez évoqué les outils. Donc ça, c'est quelque chose bien évidemment pour lesquels on est extrêmement sollicité et sur lesquels on mène des réflexions parce que la donnée est clé et monstrueuse, j'ai envie de dire. Mais à l'heure actuelle, en fait, on a décidé de repousser et de le faire avec ce qu'on avait nous, parce qu'on n'a pas la capacité opérationnelle d'intégrer un nouvel outil à l'heure actuelle. Le sujet de l'embarquement des équipes, la mise à niveau de la bonne compréhension de ce qui est attendu et la mise en action est telle qu'on a décidé de le faire aussi étape par étape. Voilà où on en est en synthèse de synthèse. Ce qui est important vraiment peut-être à retenir, c'est la collaboration est clé, la collaboration que ce soit en interne mais en externe. On travaille énormément avec tous les écosystèmes. Vous évoquez l'écosystème de la Nouvelle-Aquitaine. On travaille aussi beaucoup avec notamment le CETIA. Je sais qu'il y avait Vicente qui était dans le call avec qui on a travaillé sur l'éco-conception. On ne le fera pas seul, tout ça, donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux experts pour monter aussi en compétences. Hein. C'est un sujet sur lequel, en tant qu'humain aussi et en toute humilité aussi, j'apprends tous les jours et j'ai pris quelques notes sur ce call aujourd'hui, donc merci beaucoup. C'est un sujet qui est tellement mouvant que voilà, il faut tout le temps être en alerte. On n'a pas forcément le temps quand on est dans notre quotidien, donc il faut aussi s'appuyer sur des alliés qui sont des experts et qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite qu'on le ferait si on était seul. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Alors, je n'ai pas vu de questions pour l'instant. Merci Charlotte, en tout cas pour ce témoignage justement intéressant et très inspirant. On voit comment tout ça s'intègre dans la stratégie de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un point important. Et puis on voit que l'anticipation aussi est le maître mot de ça. Question, mais j'en vois pas. Est-ce A priori, non. que... C'est que c'était clair. Oui, Limpide. très bien.
Eh ben alors, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, alors je vais faire très rapidement parce que on a dépassé un petit peu le temps. L'idée, c'est juste, vous êtes une entreprise, vous souhaitez traiter et aborder le sujet de l'éco-conception. Il y a différents dispositifs qui existent. Alors, un petit focus, mais je vais pas le passer de manière très détaillée. L'ADEME propose un appel à projet Tex-Abi, donc qui est dédié à aider les entreprises de la filière textile à intégrer l'éco-conception et se préparer justement à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'affichage environnemental. Donc, c'est un appel à projet qui est à destination des entreprises de toute taille d'entreprise, évidemment, de la TPE voire à la grande entreprise. L'idée, c'est de pouvoir se faire aider financièrement en termes de maturité de tout niveau, hein. Si je débute, je peux me faire aider. Si je suis expert, je peux aussi me faire aider. Et si je suis intermédiaire, également. Ça concerne l'ensemble du cycle de vie qu'on a vu tout à l'heure, hein, de la phase d'habillement, des opérateurs d'habillement, donc en partant des fabricants de fibres jusqu'aux acteurs qui vont mettre sur le marché. Donc là, on est assez libre sur la partie, la chaîne de valeur. L'idée, c'est vraiment que même si on est fournisseur ou fabricant de produits, on peut répondre à ce projet-là, à cet appel à projet. Et pareil, si on est exclusivement un metteur sur le marché. Qui est-ce qui est concerné? Il y a différents types de projets qui peuvent être attendus. Alors la slide est un peu dense, néanmoins, si je suis une PME, il y a un axe qui s'intitule Les premiers pas en éco-conception. Donc là, vous allez pouvoir faire aider 5 000 € maximum et 60 ou à 80% d'aide selon sa taille de l'entreprise. Si je veux aller plus loin, donc faire un diagnostic et donc approfondir des stratégies d'éco-conception, là aussi, l'enveloppe éligible est plus importante et le taux d'aide est à peu près identique, donc entre 60 et 80%. Ça, je peux le faire de manière indépendante et ensuite, en fonction de ce que j'arrive à mener et à travailler, on va pouvoir aussi aller plus loin pour faire de la mise en œuvre des stratégies d'éco-conception. Donc, je ne sais pas si c'est intégrer plus de matières recyclées, si c'est investir dans des machines, c'est des choses qui pourraient qui pourront être envisagées. De manière très, 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 très rapide, vous avez dans cet appel à projet une annexe qui est assez intéressante. Ça vous donne quand même des leviers, des actions si je veux faire de l'éco-conception. Donc là, dans la filière textile, vous avez quand même plusieurs idées. C'est un point important aussi qui est à mettre en avant sur des stratégies d'éco-conception. Je ne vais pas les détailler, on les a vues aussi en introduction. Il y a des choses qui existent. Pour finir, justement, qu'est-ce qui est éligible avec des taux d'aide qui varient selon la taille des entreprises, selon ce qu'on veut faire. Donc, premier pas, diagnostic ou mise en œuvre. Vous allez avoir de la formation. Donc ça, c'est vrai que ça peut être important dans les entreprises d'avoir des personnes en termes de qualité, marketing, développement, d'avoir des personnes qui vont connaître l'éco-conception et qui vont pouvoir le mettre en place. On va pouvoir mesurer ou tester des modèles économiques. Voilà. Des revues critiques sur la partie ACV qui aussi peuvent être prises en charge. Donc là, je vous renvoie de manière assez simple à la personne qui s'en occupe à l'ADEME, qui est Aude, au siège. Ce qui est important, c'est qu'il y a des relèves assez régulièrement, donc tous les 2 mois, ils essayent d'analyser, d'orienter les projets. Donc l'appel à projet se termine l'été 2026. Donc on est à peu près à mi-parcours sur ce dispositif-là. Vous avez le lien. Tac, des webinaires de présentation et le détail du projet. Plus largement, si vous êtes une entreprise où vous n'êtes pas forcément dans la filière textile où l'appel à projet ne vous correspond pas, en Nouvelle-Aquitaine, vous avez le dispositif que je porte enfin, que la CCI et Soltena animons pour la région et l'ADEME. Donc là, comme aujourd'hui, hein, vous voulez vous faire de la sensibilisation, il y a des ateliers, la mise en pratique, la recherche de financement. On est là pour vous aider et utiliser les bons dispositifs d'aide que je ne vais pas détailler, mais ça part du diagnostic, la mise en œuvre ou de l'investissement. Euh, Et enfin, pour finir, en termes d'événements, en termes d'agenda, je vous en communique deux. Le premier sur une démarche la rencontre régionale dédiée à l'économie circulaire. Donc, qui seront abordés le 14 janvier à Bordeaux. Donc, on va parler d'économie circulaire, sauf d'éco-conception. Et si vous voulez parler d'éco-conception, vous avez le forum dédié à l'éco-conception, donc fin janvier, 15 jours après, à Bordeaux, où là, il y aura des ateliers, des conférences et des retours d'expérience sur l'éco-conception. Je vois qu'il y a différentes
il y a un petit commentaire voilà, sur les différents participants. Il y a d'autres outils qu'on n'a pas forcément évoqués sur ce webinaire. Il ne faut pas hésiter à les indiquer. On vous enverra le support et le replay de tout cela. Je ne sais pas s'il y avait des questions, en tout cas, on n'en a pas vu par ailleurs, mais il y a aussi des acteurs en Nouvelle-Aquitaine qui sont là comme pour vous aider, hein, Maeva et Panchita, faut pas hésiter à les solliciter aussi pour ces projets. Edwina aussi, évidemment. Et puis voilà, je vais remercier tout le monde, en tout cas, de votre participation, à la fois les personnes présentes et puis surtout les, les personnes qui ont intervenu. Voilà, merci beaucoup. Témoignage très, très intéressant, très inspirant sur des sujets qui sont importants, évidemment. Merci à tout le monde et à toutes surtout. Oui, merci beaucoup. Et nous sommes à votre disposition. Vous avez nos coordonnées, n'hésitez surtout pas. Et à bientôt pour de nouveaux temps d'échange dans le cadre de l'évolution de ces aspects réglementaires, en l'occurrence, ou des appels à projets européens qui arrivent dans le pipe pour 2025 pour financer des projets d'innovation ou de valorisation matière. Ouais, Merci, au exactement. revoir. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.